Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse en tant que membre du conseil étudiant du Printemps de l'économie de vous accueillir à cette conférence sur le thème de la démondialisation. Tout d'abord, une précision. Vous pouvez réagir non seulement en posant des questions dans la salle, mais aussi sur Twitter avec le hashtag Préco17. Donc on vous encourage à faire vos remarques et poser vos questions par ce moyen. Alors pour aborder la question de cette session, on peut se référer tout d'abord à de nombreuses données sur le commerce international. Il y aurait un ralentissement des échanges depuis la crise de 2008. Par exemple, les données de l'OMC montrent une croissance inhabituellement faible du commerce. Mais on ne saurait réduire le concept de mondialisation, comme vous le savez, à la mesure des flux commerciaux de biens et de services. Il est nécessaire de prendre en compte d'autres aspects, des flux d'investissement, de personnes, les migrations, la division internationale des processus de production. Et sur ces points, on peut penser à la proposition du protectionnisme qui a été évoquée dans la conférence précédente. Un argument utilisé, comme vous le savez, avec succès par Donald Trump, mais aussi par plusieurs candidats ou candidates au présidentiel. Donc la fermeture des frontières, la promesse de rapatrier des emplois délocalisés sur le territoire national, la hausse des tarifs douaniers, la renégociation des accords commerciaux. Alors, toutes ces mesures semblent vouloir lutter contre un processus de globalisation économique. Et on va se demander si on assiste véritablement à une démondialisation ou si l'analyse doit être nuancée. Et afin de répondre à cette interrogation, nous avons l'immense plaisir d'accueillir tout d'abord Jean-Marc Vittori, qui est journaliste économique, éditorialiste aux Échos depuis 2003, qui a été rédacteur en chef, journaliste à l'Expansion, Challenge, Le Nouvel Économiste, et qui sera donc le modérateur de cette conférence. Et nous avons un panel de 5 économistes. Tout d'abord, Patrick Artus, qui est professeur d'économie à Paris 1, membre du Cercle des économistes, du Conseil d'analyse économique. Vous êtes également directeur des études à la Banque Natixis et vous intéressez particulièrement au commerce international. Notamment, vous avez créé un livre « Globalisation, le pire est à venir ». Nous avons également monsieur Mouhoub Mouhoud. Est-ce que c'est bien prononcé ? Donc comment Mouhoud, El Mouhoud, Mouhoud. D'accord. Vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine. Vous avez été consultant auprès de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, de l'ONU, du PNUD, de la Banque mondiale. Vous êtes directeur d'un groupement de recherche internationale du CNRS. Et vous vous intéressez aux délocalisations, aux relocalisations, aux migrations internationales en particulier. Nous accueillons également M. André Kartapanis. Vous êtes aussi membre du Cercle des économistes. Vous êtes professeur à l'IEP d'Aix. Vous enseignez la macroéconomie de la globalisation et des finances internationales. Vous êtes également doyen honoraire de la faculté des sciences économiques d'Aix-Marseille et vous vous intéressez à la globalisation financière en particulier. Monsieur Sébastien Jean également, vous êtes directeur du Centre d'études et de prospective et d'informations internationales et vous êtes passé par l'OCDE. Vous avez fait de nombreuses publications sur le commerce international et le libre-échange. Vous évoquez par exemple le protectionnisme et tout ce qui est de la démondialisation. Et monsieur Lionel Fontanier, vous êtes également membre du Cercle des économistes, professeur d'économie à Paris 1, conseiller scientifique au CEPI. Et vos domaines d'expertise seraient le commerce international et politique commerciale. Vous avez notamment publié le livre La Nouvelle Mondialisation. Donc je vais laisser Jean-Marc Vittori animer cette conférence et je vous rappelle d'utiliser le hashtag Préco17 tout au long de cette conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Lorraine. Merci d'être là parce que j'ai pour principe de ne pas animer de débat où il n'y a pas une femme autour de la table ronde. Et force est de constater que l'économie internationale est une spécialité en économie qui semble légèrement masculine, même si ce n'est peut-être pas la seule. Alors, démondialisation, point d'interrogation. C'est une question absolument clé, c'est une question au cœur de l'actualité. Je vous rappelle qu'au dernier G20, qui s'est tenu le week-end dernier, les États-Unis se sont battus pour qu'on enlève la référence au fait de ne plus d'éviter les tentations protectionnistes. Ça s'est passé donc avant-hier. La situation est simple. Vous avez parlé d'une tendance. On peut juste donner un chiffre. Avant la crise économique et financière, les échanges progressaient 2 fois plus vite que la production mondiale. Et aujourd'hui, c'est
au même rythme, voire un peu moins. Donc on a quelque chose qui change de manière brutale. Et ce que nous allons essayer de savoir, c'est d'où ça vient. Est-ce que ça vient des entreprises? Est-ce que ça vient de choix politiques? Est-ce qu'on a une mondialisation qui change de nature? La mondialisation est naturellement multiforme, Lorraine l'a dit. Il y a les hommes, il y a les marchandises, il y a les capitaux, il y a les informations. Et donc il faut sans doute avoir une vision très, très, très ouverte pour comprendre ce qui se passe. Alors, on va commencer avec deux petits exposés, puis ensuite on va creuser sur les différents thèmes. Donc, mondialisation d'abord des marchandises avec Patrick Artus. Merci Jean-Marc, bonjour à tous. Alors, on va essayer de vous montrer une ou deux photos de vacances. Je vais introduire le débat et bien sûr après mes camarades approfondiront sur les différents thèmes. Je voudrais dire un mot des échanges internationaux de biens et services, un mot plus spécifique sur les services et introduire ce que veut dire André sur la mondialisation financière. Je crois avec Jean-Marc, on a décidé qu'on garderait pour la fin de cette table ronde la question de la mondialisation du capitalisme, c'est-à-dire de la propriété du capital de l'entreprise. Alors, ce que vient de dire Jean-Marc, si on peut voir le premier graphique pour tourner, voilà. Ce que vient de dire Jean-Marc, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez en gris la croissance du produit intérieur brut du monde. Vous voyez qu'on était autour de un peu plus de 4% avant la crise et qu'aujourd'hui on est à peu près autour de 3%. Et vous avez en rouge la croissance du commerce mondial, alors qui est très cyclique, parce que dans les récessions, le commerce oscille beaucoup plus que la production. Vous voyez que jusqu'à la crise, le commerce mondial augmentait nettement plus rapidement que la production du monde, et que depuis maintenant 7 ou 8 ans, le commerce mondial augmente nettement moins que la production du monde, et même dans la période récente, plus du tout. Alors, il s'agit du commerce mondial en volume de biens et de services. Juste un mot là-dessus, les échanges de biens, ça représente toujours 80% du commerce mondial, les échanges de services à peu près 20%, et les échanges de services augmentent pas beaucoup plus vite d'ailleurs, curieusement, que les échanges de biens aujourd'hui. Alors, quelles sont les explications de cette situation? D'abord, avant des explications, un mot pour dire que, d'abord, comme il a été dit par Lorraine et par Jean-Marc, que ceci attire l'attention, donc il faut comprendre d'où ça vient. Donc, ça impose de réfléchir sur l'organisation de la production. Et aussi, ceci a énormément d'effets, et en particulier que c'est une évolution qui est extraordinairement difficile pour les pays dont le modèle de croissance était tiré par les échanges internationaux. Vous avez donc les petits pays d'Asie comme Taïwan, comme Singapour, comme la Corée, et même le Japon, même l'Allemagne, même les pays d'Europe du Nord, qui avaient un modèle de croissance avec un rôle tout à fait considérable de la croissance des exportations, donc de l'intégration dans un commerce mondial qui augmentait rapidement. Ces pays sont en difficulté, et ceci est très clair, par exemple, si vous regardez les petits pays d'Asie. Alors, quelles sont les explications? Et bien sûr, tout à l'heure, on va rentrer plus dans le détail. La première explication, c'est que le monde devient une économie de service. Alors, je n'ai pas de graphique, mais je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. Depuis ce graphique-là, je le commande dans une seconde. Depuis plus de 10 ans, la production industrielle du monde a à peine augmenté, et la quasi-totalité de la croissance du monde, c'est le non-industriel, avec essentiellement deux morceaux, qui sont les services. Alors bien sûr, dans les services, je crois que Lionel en parlera plus approfondi tout à l'heure, il y a une frontière service-industrie qui est extrêmement perméable, et donc il faut faire extrêmement attention à cette classification. Mais à l'intérieur des services qui croissent vite, il y a des services totalement domestiques, c'est-à-dire la restauration, les loisirs, les services à la personne, la distribution, des choses qui sont extrêmement peu échangeables. Et puis l'autre morceau du PIB mondial qui augmente très vite, c'est la construction. C'est l'investissement en construction. Et on voit qu'il y a une corrélation assez forte en fait, entre le décrochage de l'industrie, le fait que nous devenons des économies de services, et le fait que le commerce mondial augmente nettement moins vite que ce qu'on avait l'habitude avant. Deuxième explication, c'est le graphique que vous avez là. Les coûts de production dans les pays émergents ont augmenté très rapidement. Vous voyez, de 6 à 8-10% par an depuis une vingtaine d'années, ce qui amène le niveau des coûts de production dans les pays émergents, dans certains cas,
à des niveaux qui sont voisins ou supérieurs à ceux des pays de l'OCDE. Le coût unitaire de production de l'industrie aujourd'hui au Brésil est plus élevé qu'en Espagne, par exemple. La Chine a des coûts unitaires de production qui s'approchent de 60 à 70% de ceux dans l'industrie, de ceux de l'Europe. Et donc évidemment, le délocaliser parce que les coûts sont bas devient beaucoup moins intéressant qu'il y a quelques années. Si vous regardez, et troisième évolution qui est liée, on peut tourner au graphique suivant, qui est le fait qu'on est en train de voir un point d'inflexion, et je crois que Sébastien va en parler, enfin Lucas en parlera plus tout à l'heure, sur ce qu'on a appelé la segmentation des chaînes de valeur. Alors, les économistes ont toujours un vocabulaire extrêmement politique. La segmentation des chaînes de valeur, c'est quoi? C'est le fait qu'on a coupé, on a tronçonné la production des différents biens et services, et chaque tronçon est produit dans un endroit différent. Donc on fait des morceaux de voiture dans plein d'endroits, et puis ensuite on ramène ces morceaux de voiture et on assemble une voiture complète. On fait la même chose pour l'électronique, les téléphones, etc. C'est un mouvement qui est extrêmement puissant depuis une vingtaine d'années et qui évidemment développe les échanges. Si vous éclatez la production des biens et des services, vous avez aussi pour les services, sur un nombre de localisations très important, évidemment après vous augmentez mécaniquement les échanges, puisqu'il faut échanger des composants. Alors, ceci explique la hausse tout à fait importante de la part du commerce de biens intermédiaires par rapport aux biens finaux dans le commerce mondial. Et alors on est en train, si vous pouvez rester dans le graphique où on était, on est en train de vivre une inflexion. Ce que vous voyez ici, c'est la part dans les exportations de la Chine, des exportations, ce que les Chinois appellent des processed exports, en fait sont les exportations d'assemblage. Ce sont des biens qui sont simplement assemblés en Chine puis réexportés. Vous voyez qu'il y a un déclin extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en train de passer. Alors bien entendu, si vous regardez l'état des lieux, on est toujours dans une situation où il y a une très forte segmentation des chaînes de valeur. C'est un des débats, on y reviendra peut-être, qui est très intéressant quand on parle du protectionnisme, puisque comment se protéger contre des importations de composants dont on a besoin pour produire les biens finaux. Bien entendu, ça n'a pas de sens. Mais on voit qu'on est sans doute passé au-delà du pic de cette situation et qu'aujourd'hui on revient, vous voyez, vers des échanges qui sont davantage, moins qu'avant, en tout cas des échanges de biens assemblés. Donc on n'est pas en train de désegmenter les chaînes de valeur, on ne revient pas en arrière sur ce qui a été fait. Et dans les nouvelles investissements, on est plus dans une logique de production auprès de l'acheteur final du bien. On voit que c'est une tendance, sûrement on en reparlera tout à l'heure, qui a à la fois des raisons économiques, les coûts de transport et la rapidité de réaction de la production, et à la fois des raisons politiques, l'exigence de production locale. Voilà, donc je m'arrête là parce que les camarades ont plein d'autres choses à dire. Deux mots pour introduire la suite. Il y a les services, alors je ne vais pas vous montrer ce que j'avais. Évidemment, il faut s'interroger aussi sur un point tout à fait particulier qui sont les grands prestataires de services informatiques. Il y a un très grand débat sur les données, le fait que la mondialisation des données, le fait que les grands acteurs de l'Internet collectent des données mondialement et les utilisent. Donc le social, je pense que c'est en reviendra. Je voudrais juste introduire ce que va dire André. Donc si vous pouvez avancer de quelques pages pour vous montrer juste, pour sauter tout ça, parce que de toute façon il ne va rien. Voilà. Si on peut avancer encore, voilà. On peut regarder ça par exemple, oui c'est pas si mal, et puis on en regardera juste encore un dernier. Il y a, contrastant tout à fait considérablement avec ce qu'on vient de dire sur les biens, sur le fait qu'on a passé le pic de ce processus de segmentation de la production, on est dans une évolution où on a une mondialisation financière de plus en plus considérable. Et je vais vous donner un ou deux exemples. Et André, bien sûr, après, va rentrer dans plein détail. Ce que vous avez ici sont les flux d'achat d'actions et d'obligations dans les pays émergents. Alors, ces séries commencent il y a une grosse dizaine d'années. Et si on peut revenir juste à celui d'avant, il remonte plus loin dans le temps. Et alors, regardez, c'est quand même extrêmement frappant. Alors, quand le chiffre est positif, c'est qu'il y a des gens qui investissent dans les pays émergents. Quand le chiffre est négatif, c'est que des gens désinvestissent. Alors, vous vous rappelez peut-être, on ne vous rappelez pas, parce que vous n'étiez pas né, mais qu'il y a eu une très grande crise des émergents à la fin des années 90, et qui était liée à des sorties de capitaux, qui avaient vidé les réserves de change, provoqué un effondrement des taux de change. Regardez la taille des flux de capitaux à la fin des années 90, ils sont absolument ridicules. Déjà répliqué. Et regardez aujourd'hui, regardez la taille des flux de capitaux aujourd'hui. Vous voyez dans les deux sens, cette taille considérable, et donc bien sûr, alors que peut-être on a passé le cap
mondialisation des échanges de biens, on voit que l'intégration financière par les échanges de capitaux est extraordinaire. Et juste, je prends une demi-seconde et j'arrête. Et si vous pouvez avancer de 2 ou 3 graphiques, en prenant n'importe quoi, avancez encore. Voilà, par exemple, aussi pour vous montrer un autre indicateur d'intégration financière, ce que vous avez en rouge, par exemple ici, c'est la dette extérieure brute des États-Unis. C'est-à-dire c'est l'ensemble des actifs émis aux États-Unis qui est détenu par des non-américains. C'est aussi bien des actions que des obligations, que du crédit, etc. Et vous voyez qu'on est passé de 80 à 180% du produit intérieur brut en une quinzaine d'années. Et donc ceci aussi reflète l'intégration financière, l'énorme augmentation des détentions croisées d'actifs entre les pays, à partir d'une situation à 20 ans où cette détention était relativement. Merci beaucoup. Merci Patrick, on voit que tu as passé de bonnes vacances. Et donc maintenant, c'est à André de nous raconter les siennes. Merci Jean-Marc. Alors je vais poursuivre donc dans sous l'angle de la dimension financière pour tenter de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a démondialisation financière? J'aurais un point de vue assez convergent avec celui de Patrick Artus. Je crois qu'avant de parler de démondialisation éventuelle sur le plan financier, il faut rappeler ce que cela signifie que de parler de mondialisation. En réalité, il y a plusieurs acceptions à cette notion. Il y a d'abord l'idée que les volumes, les échelles de transfert de capitaux, de transfert de liquidités ou bien de transfert d'épargne ont pu changer d'échelle depuis bien sûr une trentaine d'années et surtout pendant les années 2000, ou bien que les bilans qui incluent parmi les intermédiaires des actifs détenus sur l'étranger, sur les non-résidents, augmentent. Ça, c'est la première définition. C'est un effet volume. Deuxième définition, c'est plutôt en termes microéconomiques, du point de vue des conséquences que cela peut avoir, du point de vue de la corrélation entre les prix des actifs dans des pays donnés et puis dans les pays étrangers, ou bien de la corrélation entre les volatilités. Est-ce que les choses évoluent de façon parallèle ou est-ce qu'il y a des déconnexions? Ou bien du point de vue de la structure des portefeuilles. Est-ce que les portefeuilles sont très internationalisés? Est-ce qu'ils le sont de plus en plus? Ou bien est-ce qu'au contraire, il y a un retrait? Troisième définition, c'est en termes macroéconomiques. Est-ce que les balances des paiements sont fortement déséquilibrées et par voie de conséquence exigent qu'il y ait des transferts d'épargne pour les compenser? Ou bien est-ce qu'au contraire, on a une réduction de ces divers types de déséquilibres? Et sous l'angle macroéconomique, les économistes ont un critère important, c'est la corrélation entre les taux d'épargne et les taux d'investissement. Si cette corrélation diminue, eh bien cela signifie qu'il y a une indépendance des comportements d'investissement par rapport à l'épargne domestique grâce à la circulation de l'épargne. Donc il y a tout un ensemble de définitions qui peuvent être données à propos de la globalisation elle-même. Alors pour savoir s'il y a déglobalisation, il faut qu'on regarde, et là je vous demande s'il vous plaît de nous donner quelques projections de graphiques, il faut qu'on regarde quelques évolutions récentes du point de vue de ce qui est d'abord l'ampleur des transferts de capitaux. Vous avez sur ce graphique l'évolution du total des exportations et des importations de capitaux au plan mondial rapporté au PIB mondial. Alors on constate qu'il y a une véritable explosion pendant les années 2000 jusqu'à la crise et qu'on a évidemment au moment de la crise un effondrement de ces transferts d'épargne ou de liquidités. Il y a un rebond juste après la crise, mais nous en sommes aujourd'hui, 2014-2015, à un niveau qui est en gros comparable à 2005, donc avant l'emballement qui va conduire à la crise. Deuxième graphique, s'il vous plaît. Vous avez là l'évolution de la même variable, les transferts de capitaux, export plus import rapporté au PIB, mais en décomposant la structure de ces transferts. Et ce que l'on observe, c'est que l'élément clé, c'est la très forte baisse des transferts bancaires. Il y a, grosso modo, une certaine stagnation en termes de part des investissements directs. Il y a un maintien des échanges de portefeuille, c'est-à-dire sur actifs, actions ou bien obligations. Par contre, ce sont les flux bancaires qui ont, à l'évidence, changé de régime,
graphique suivant, s'il vous plaît. On le retrouve sur le graphique que vous avez ici, où l'on voit que ce sont les flux bancaires qui figurent en haut, en prune en quelque sorte, hein, qui ont été caractérisés par un très fort retrait qui semble se maintenir, alors que l'IDE, l'investissement direct qui est en bleu, suit sa tendance. La tendance est plus ralentie mais se maintient également du côté des actions et du côté des obligations. Enfin, dernier graphique, vous avez ici la décomposition des flux bancaires internationaux entre d'un côté les flux interbancaires et de l'autre côté les flux des banques vers des utilisateurs ultimes, que ce soit des entreprises, que ce soit éventuellement des États. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a une très forte baisse des flux interbancaires, avec une sorte de maintien. Là, on a des valeurs, hein, ce ne sont pas des pourcentages, on a plutôt un maintien de ce que sont les flux bancaires vers des utilisateurs ultimes. Alors, du coup, la conclusion qu'on peut donner pour l'instant est de dire qu'il y a plutôt qu'une déglobalisation financière, un retour à la situation que nous connaissions avant l'emballement des années 2005-2008. Mais derrière ce retour en quelque sorte à la configuration que nous connaissons, il y a à l'évidence une déglobalisation bancaire. Il se passe des choses du côté des banques, il y a un retrait de l'ouverture du point de vue des crédits accordés à l'échelle internationale, et évidemment il faut se demander pourquoi. Je crois qu'il y a à la fois des causes conjoncturelles et des causes peut-être plus profondes. Les causes conjoncturelles sont sans doute liées à ce que la crise n'est pas encore totalement digérée du côté des banques. Il y a des ajustements qui continuent de s'opérer. Il y a sans doute un lien avec ce qui a été évoqué par Patrick, à savoir le ralentissement du commerce mondial, car une part importante des crédits qui étaient accordés par les banques étaient des crédits commerciaux adossés au développement des échanges réels, donc au commerce international. Il y a sans doute également des incertitudes sur ce que sont les orientations futures de politique monétaire, des écarts de taux d'intérêt entre les pays développés et les pays émergents. Donc il y a des aspects qui sont de caractère conjoncturel et dont on ne sait pas s'ils vont se maintenir. Il y a aussi des aspects structurels, et l'aspect structurel qui me semble-t-il est le plus important, c'est l'introduction des nouvelles réglementations prudentielles. Les nouvelles réglementations prudentielles aujourd'hui ont pour conséquence de coûter en capitaux propres beaucoup plus qu'auparavant lorsqu'il y a développement des crédits à l'international. Et donc il y a sans doute là un élément de nature peut-être à rendre durable cette évolution du côté des banques, du point de vue donc de ce que moi j'appelle la déglobalisation bancaire. Deux points pour conclure pour l'instant. Premièrement, est-ce qu'on doit juger que ce sont là de bonnes ou de mauvaises nouvelles ? Il est clair que les flux bancaires, qui ont été extrêmement importants pendant la deuxième moitié des années 2000, qu'on avait vu également se développer très fortement dans les années 90 vers les émergents, ont été au cœur d'un certain nombre de déséquilibres, de désajustements, d'emballements dans les pays d'accueil. Et donc, de ce point de vue, il me semble, pour ma part, que le fait qu'il y ait un retour à la position en gros des années 2000-2005, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans la mesure où cela peut être de nature à neutraliser les sources de perturbations qui étaient impulsées par l'afflux de crédits bancaires vers un certain nombre de pays. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est de savoir si, globalement, eh bien, on peut considérer qu'il y a désormais une bonne globalisation financière. Cela ne s'arrête pas uniquement à la question des volumes. Tout dépend de ce qu'est la structure de ces financements. Tout dépend également des conditions dans lesquelles les réglementations du côté des pays d'accueil sont à même de transformer ces afflux en source d'alimentation de la croissance. Et là, nous verrons. Il est difficile aujourd'hui, en tout cas, d'ajouter des éléments d'interprétation quant aux effets. J'ajoute 2 points, et j'ai terminé. Premièrement, on n'observe pas pour l'instant de décorrélation des rendements. Autrement dit, la baisse des volumes globaux ne se traduit pas par une sorte d'insularité des évolutions donc, des prix d'actifs ou des volatilités. Et donc, on est vraiment encore en globalisation financière sous l'angle des transferts de prix. Et deuxième élément, par contre, il y a une augmentation des corrélations entre épargne et investissement. En dehors du cas allemand, qui est tout à fait à part, il y a une réduction des niveaux de déséquilibre de balance des paiements.
Et donc, il y a là un élément qui vient peut-être rendre plus complexe le paysage. Voilà en tout cas les éléments qu'on peut apporter. Et évidemment, on pourra revenir sur ces aspects tout à l'heure. Merci. Merci André de ce paysage très finement ciselé. Donc déjà, une réponse à la question. Oui, il y a pour l'instant une forme de démondialisation qui s'observe dans la banque, qui est la conséquence directe de la crise financière et des mesures réglementaires qui ont été prises suite à cette crise. Alors, on va éclairer différents points qui ont été évoqués, parce que déjà, il y a une série de thèmes qui ont été abordés par André et Patrick, qui est déjà tout à fait impressionnante. Et donc, on va creuser différents points. Je voudrais qu'on commence par la question de la mesure. Alors, Patrick a eu un éclair de lucidité sur l'un de ces graphiques en admettant qu'on n'y voyait pas grand-chose. Même sur les graphiques qui paraissaient très clairs, est-ce qu'ils mesurent vraiment la réalité ? Tu as évoqué, Patrick, le fait que la nature de la production avait beaucoup changé, qu'elle avait été éclatée dans le monde. Est-ce qu'on a vraiment les bonnes mesures ? C'est une question qui se pose de manière générale en économie actuellement. Sur le ralentissement de l'économie mondiale, on se demande, est-ce qu'on mesure bien l'économie mondiale ? Est-ce qu'on mesure bien la production ? Il se passe exactement la même chose sur les échanges. Il y a eu tout un travail qui a été mis en œuvre depuis maintenant près d'une décennie là-dessus. Je vais poser la question à Lionel. Est-ce qu'on mesure bien ? Est-ce qu'on a d'autres mesures qui nous donneraient un paysage un peu différent ? Voilà, merci. Donc je vais faire mentir l'adage de Paul Krugman. Vous savez que Paul Krugman définissait un économiste qui précise même en deux mots qui est Paul Krugman. Oui, donc qui est un prix Nobel récent d'économie. Et aussi devenu journaliste puisqu'il écrit 2 fois par semaine. Voilà, c'est un columniste, comme on dit en anglais, bien connu. Et donc, l'adage en question consiste à définir un économiste qui travaille en économie internationale comme quelqu'un qui aime bien faire des graphiques. Donc, je pense qu'on a eu 2 exposés qui montraient cela. Et donc, pour faire mentir cet adage, je n'ai pas amené de graphiques, mais simplement quelques idées. Alors, sur la question de la mesure, je crois que c'est important, peut-être qu'on reviendra là-dessus, de bien comprendre que ce qu'on appelle mondialisation dans l'échange de biens, ça a été déjà un petit peu dit par Patrick, c'est le fait de regarder le commerce de biens ou de biens et services et de comparer ça au PIB. Et chacun sait dans cette salle, bien sûr, que le PIB est la somme des valeurs ajoutées. Et donc, par contre, le commerce est mesuré en termes bruts. Donc, quand vous divisez le commerce par le PIB, vous comparez des choux et des carottes, et donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc ce qui est fait depuis maintenant 10 ans, ça a été dit tout de suite, c'est d'essayer de recalculer le commerce international en valeur ajoutée. Donc bien sûr, je ne vais pas donner de chiffres, mais simplement 2 idées. La première, c'est que ça a servi, ou ça devait servir, ça n'a pas été complètement efficace, à dégonfler la bulle protectionniste qui était en train de se mettre en place entre les États-Unis et la Chine. Donc le ressentiment qu'on a aujourd'hui aux États-Unis contre la Chine est un ressentiment qui vient de très loin. Et Pascal Lamy, à l'époque où il était directeur de l'Organisation mondiale du commerce, avait poussé beaucoup cette idée qu'il fallait recalculer le commerce international en valeur ajoutée et pas en brut, puisque le téléphone que vous avez tous dans votre poche, donc l'iPhone que vous avez dans votre poche, est un produit chinois du point de vue des douanes américaines, mais en réalité, la valeur ajoutée chinoise est de l'ordre de quelques dollars, 5 ou 6, dans un téléphone qui en vaut quelque chose comme peut-être 400 ou 500 en douane, et que vous payez encore beaucoup plus cher, bien sûr, avec les marges de distribution. Donc la valeur ajoutée chinoise est toute petite. Donc ça ne sert à rien de calculer le commerce en termes bruts, il faut calculer le commerce en valeur ajoutée. Et donc l'OMC a fait ça, l'OCDE a fait ça, l'Europe a financé un projet pour faire cela, et donc il y a des bases de données qui existent, qui permettent aujourd'hui de reconsidérer cela. Et du coup, les déficits ou les excédents commerciaux bilatéraux n'ont plus beaucoup de sens, puisque, à nouveau, l'iPhone chinois n'est pas du tout un produit chinois, c'est un produit qui est un peu un produit japonais, c'est un peu un produit malaisien, c'est un peu un produit américain, c'est un peu un produit français. Tout le monde a mis sa petite pièce ou son petit bout de logiciel dedans, et à la fin, pourtant, ça apparaît en douane comme étant un produit chinois. Donc ça, c'est la première erreur de mesure, c'est d'avoir mesuré pendant très longtemps le commerce en termes bruts. La deuxième erreur de mesure, c'est de penser que la mondialisation, c'est du commerce. Or, la mondialisation, c'est aussi beaucoup la présence des filiales à l'étranger.
Et il a été évoqué tout à l'heure la question des investissements directs, et on a vu une courbe avec les flux d'investissements directs qui continuent à monter. Il faut bien avoir en tête que les flux d'investissements directs, pardon de le dire ainsi, sont des flux. Et donc ce qui est intéressant, ce sont non pas les flux, mais les stocks. C'est pas le débit du robinet, mais la quantité d'eau dans la baignoire. Et donc ce qui est important, c'est de savoir quel est le niveau d'activité de ces filiales à l'étranger, ce qui est absolument gigantesque. Pour prendre simplement les entreprises françaises ont à peu près 37 000 aujourd'hui filiales à l'étranger, 37 000, et elles emploient 5 millions de salariés à l'étranger. Alors je ne sais pas comment ce chiffre de 5 millions d'emplois dans des entreprises françaises à l'étranger pourrait être perçu dans le débat politique actuel, mais c'est une image de la mondialisation qui est très importante. Alors, pour rassurer ceux qui y verraient 5 millions d'emplois perdus, ce qui évidemment n'est pas le cas, on peut rappeler que ceci correspond aussi à 60 milliards d'euros qui rentrent chaque année simplement en revenus d'investissement direct à l'étranger. Donc les investissements directs, les filiales étrangères des groupes français rapportent 60 milliards d'euros. Ça fait à peu près 2 000 euros par ménage et par an. Donc c'est ce que rapportent ces entreprises à l'économie française. Donc c'est simplement pour montrer que la mondialisation a bien d'autres dimensions que celles qui ont été évoquées. Il faudrait bien sûr tenir compte des mouvements de personnes, mais la Maud va nous en parler tout à l'heure. Et puis il faut tenir aussi compte des flux de données. Aujourd'hui, la mondialisation, ce sont les flux de données. Alors je suis sûr que dans cette salle, il y a plein de personnes qui sont favorables au protectionnisme, parce que c'est à la mode. Mais par contre, si au lieu de parler de protectionnisme, on dit qu'on va arrêter Facebook, ou qu'on va arrêter Twitter, là vous allez tous être contre. Et donc pourtant, Facebook, Twitter, etc. sont les nouveaux vecteurs de la mondialisation. Les flux d'échange de données ont été multipliés par 45 entre 2005 et 2014. C'est absolument exponentiel. Aujourd'hui, on échange énormément de données et on échange un petit peu moins de biens, et les biens eux-mêmes sont devenus tout à fait immatériels. Auparavant, vous lisiez des journaux, vous lisez maintenant les nouvelles sur votre téléphone, vous regardiez des films, maintenant vous ne regardez plus des films, c'est vidéo à la demande, etc., etc. On pourrait multiplier des exemples, les livres sont eux-mêmes dématérialisés, donc beaucoup de biens sont dématérialisés, et même les biens matériels sont aujourd'hui beaucoup commercés online, comme on dit, donc par des flux de données. C'est presque 10% du commerce international aujourd'hui qui passe par donc le online, et ça progresse également très vite. Donc voilà quelques raisons pour lesquelles c'est très très mal mesuré. Alors il faut mesurer en valeur ajoutée. À ce moment-là, donc la Chine n'exporte pas $500 d'iPhone, mais $5. Il faut regarder les investissements directs à l'étranger. Il faut voir aussi les flux d'informations. Donc ça, c'est 3 points. Mais tu réponds pas à la question qui est l'objet du débat. Quand tu affines ainsi, est-ce que ça donne plutôt un paysage d'une démondialisation ou d'une mondialisation autrement ? Donc le paysage, c'est que la mondialisation a changé de nature. Voilà, donc c'est la réponse. Je ne voulais pas contourner la question, mais la réponse était implicite. Mais je pourrais revenir sur l'idée que la mondialisation a changé de nature et surtout ce que ça implique. Mais bon, je ne vais pas m'amuser. On va évidemment, c'est évidemment au cœur du débat. Sébastien, Patrick et Lionel ont déjà parlé des chaînes de valeur et de la segmentation des chaînes de valeur. Le fait que les entreprises produisent de plus en plus des petits bouts et qu'elles font circuler beaucoup les marchandises d'un pays à l'autre, à la fois parce que c'est plus facile techniquement, parce que les prix du transport avaient beaucoup baissé, parce que la circulation de l'information permet aussi d'organiser ça de manière beaucoup plus fluide. Alors, est-ce que cette mécanique est arrivée à son terme? Si oui, pourquoi? Et derrière, au-delà, parmi les explications du ralentissement, voire de la baisse du poids des échanges dans la production mondiale évoquée par Patrick. Patrick a évoqué comme explication l'économie de service, la hausse des coûts de production dans les pays émergents, la segmentation des chaînes de valeur. Est-ce qu'il y a d'autres explications majeures selon toi? Merci. Alors, je commence peut-être par un autre exemple illustratif de ce développement des chaînes de valeur qui correspond à la place des États-Unis dans nos débouchés d'exportation. Quand on regarde nos chiffres d'exportation, on voit que les États-Unis, c'est un débouché qui, en termes d'exportation directe, compte à peu près 3 fois moins que l'Allemagne. Ensuite, on prend en compte le fait qu'il y a justement des chaînes de valeur. Typiquement, dans l'industrie automobile, on a des constructeurs qui ont eu des performances qu'à un quart ces 10-15 dernières années, mais qui sont plutôt en train de se redresser actuellement.
En revanche, on a des équipementiers qui ont été très performants. Et donc, très souvent, nos équipementiers vendent aux constructeurs allemands qui eux-mêmes vendent aux États-Unis. Quand on prend en compte ces relations indirectes, c'est-à-dire que ça revient à calculer où va finalement la valeur ajoutée qu'on produit, de quelle demande finale elle dépend, et bien là, on s'aperçoit que les États-Unis sont presque aussi importants, sont à peu près aussi importants que l'Allemagne dans nos débouchés d'exportation. Donc c'est vraiment pour dire que ça change parfois assez radicalement la vision qu'on peut avoir du commerce. Ensuite, effectivement, il y a vraiment des interrogations profondes sur ce qui se passe depuis 10 ans, parce qu'il y a eu des ruptures vraiment très fortes. On l'a dit, le commerce augmentait 2 fois plus vite que le PIB avant la crise, maintenant c'est 1 fois. Quand on prend la vision de long terme, la mauvaise mesure, effectivement, c'est le rapport des exportations au PIB, mais c'est la seule qu'on a sur long terme, disons. Et là, on voit vraiment des évolutions historiques assez nettes, c'est-à-dire qu'il y avait eu, après-guerre, une première phase de mondialisation, en fait, surtout une intensification des échanges en proportion de la richesse mondiale entre le milieu des années 60 et les années 80. On était arrivé entre 15 et 20% en 1980, c'était 2 fois plus qu'au milieu des années 60. Ensuite, on a eu ce ratio d'exportation par rapport à la richesse mondiale, il est resté relativement, il a peu changé, disons, dans les années 80, et dans les 15 ans qui ont précédé la crise économique et financière, il a été quasiment multiplié par 2. D'accord ? Donc il est passé autour de 30%, des exportations mondiales qui se montaient à environ 30% du commerce intérieur brut mondial, avec vraiment une montée assez spectaculaire. Depuis, ce pourcentage n'a pas évolué, il a même légèrement régressé. D'où, effectivement, ces questions de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a démondialisation? Alors, il faut préciser le terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entendrait par démondialisation? Si par mondialisation, j'entends l'intensité des relations commerciales entre pays, et bien cette intensité correspond à peu près à ce ratio, même s'il est mal mesuré, il se surfile, il a légèrement fléchi, mais en fait, il n'a pas régressé. Donc, l'inflexion, la rupture à laquelle on assiste, elle est très nette, mais ça n'est pas une baisse de l'intensité de relations économiques internationales ou de commerce international, c'est juste un arrêt, un coup d'arrêt à sa progression. Donc ça c'est très net, donc c'est-à-dire ce déploiement de chaînes de valeur avec des multinationales, des réseaux d'approvisionnement, des fois au sein d'une même multinationale, des fois avec des sous-traitants qui sont d'autres entreprises, ce déploiement il a été fait essentiellement pour des raisons qui sont d'ordre géopolitique, c'est-à-dire l'ouverture de la Chine, notamment à un nouveau modèle capitaliste, la chute du rideau de fer, une certaine Pax Americana aussi qui a donné des relations géopolitiques très apaisées, et puis évidemment un autre facteur qui est essentiellement technologique, le développement des technologies de l'information et de la communication qui ont énormément amélioré les possibilités qu'on avait de se coordonner à distance. Voilà. Il y a aussi un volet, disons, institutionnel, OMC, etc. Mais délibérément, je le mets en troisième place, disons, dans ce tiercé, parce que c'est quelque chose qui est resté un peu derrière. Donc, là, quand on analyse en détail l'évolution de ces chaînes de valeur, on voit qu'effectivement, elles ont arrêté de progresser depuis ce développement, ce qu'on appelle fractionnement de long terme, cette espèce de division du travail très très poussée entre différents pays. Ça a arrêté de s'approfondir depuis la crise, effectivement. À quoi c'est dû? Eh bien, je pense quand même que la première explication, c'est qu'il y avait une période très particulière pour faire simple, entre 1993 et 2008, qui est celle que je viens de décrire, où on a déployé ces réseaux de production mondiaux, et simplement cette période est arrivée à son terme. Après, on pourra parler du rôle spécifique de la Chine, par exemple. Je ne veux pas être long, donc je laisse à Jean-Marc le soin de savoir s'il faut en parler maintenant ou plus tard. Alors, donc, nouvelle idée importante. Ce sont clairement dans la phase 1993-2008, ce sont les entreprises, les grandes entreprises qui ont mené le bal de la mondialisation, peut-être plus que dans la phase précédente où c'était beaucoup les États avec des ouvertures, avec des abaissements de barrières commerciales. Donc ce sont les entreprises qui ont mené ce qu'on a appelé la mondialisation, et ce sont elles qui sont à la manœuvre aussi dans le fait de ne pas aller plus loin. Je crois que c'est un point important. Et donc, tu dis, on est en équilibre, on n'est plus en train de mondialiser sur le plan des marchandises, mais on n'est pas en train de démondialiser non plus. Non, effectivement, c'est-à-dire que même si on a dit que même si le commerce international a ralenti, ça ne veut pas dire qu'il a baissé. À vrai dire, il y a eu un trou d'air un peu en 95-96,
Maintenant, apparemment, il est en train de progresser de nouveau. Donc, ça donne plutôt l'impression, on manque de recul pour vraiment être complètement affirmatif dans les conclusions, mais ça donne plutôt l'impression qu'on est revenu à un rythme de croisière où le commerce évolue, mais comme le reste du revenu mondial, avec un gros point d'interrogation quand même. Un gros point d'interrogation qui est lié à toute cette tension qu'il y a autour des relations commerciales, dont la rhétorique protectionniste de Trump est vraiment l'illustration la plus spectaculaire. On va y venir plus tard à cette dimension politique. Juste un point tout de même, tu as commencé à l'aborder, et je suis surpris que ça ne soit pas venu plus tôt, qui est même le rôle de la Chine dans ce qui s'est passé. Pour moi, c'est vraiment un élément absolument central de la mondialisation, c'est son ouverture, son arrivée brutale sur le marché du travail, aussi sur le marché de la production, qui a joué un rôle tout à fait important dans l'accélération des échanges qu'on a eu dans les années 90 et 2000, et le fait que cette logique soit désormais cette page soit désormais tournée, puisque la Chine, sa priorité aujourd'hui, c'est de faire sa croissance sur sa demande interne, sur sa consommation, et donc il n'y a pas là un facteur absolument essentiel qui a joué et qui joue maintenant dans un sens différent. C'est vrai, la Chine, c'est un facteur de transformation des relations économiques internationales qui a été majeur, à la fois dans la phase de mondialisation que je décrivais, c'est-à-dire que c'est un choc dans la concurrence internationale qui, à l'échelle historique, est d'une soudaineté et d'une ampleur extraordinaire. Il faut voir que la Chine était, jusqu'au début des années 90, vraiment un acteur complètement marginal dans le commerce international, avec, qui pesait très peu, qui avait une part de marché mondiale qui devait être inférieure à 2%, si ma mémoire est bonne, et qu'en l'espace de 20 ans, elle est devenue le premier exportateur mondial de marchandises, c'est le cas depuis 2009, si on se tient aux produits seuls, parce que je l'ai rappelé précédemment, mais sur biens et services, c'est toujours l'Union européenne qui est le premier exportateur mondial, même si c'est pas un pays peut-être et donc c'est un choc extraordinaire. Maintenant, la Chine, dans sa phase dans cette phase de développement, a été extrêmement tournée vers l'extérieur. C'était vraiment extraverti et les exportations, notamment, ont joué un rôle très important. Et elle est arrivée à un degré d'ouverture qui était, d'une certaine façon, pathologique, ou en tout cas vraiment extraordinaire pour un pays de cette taille, avec des exportations qui représentaient plus du tiers de la richesse du PIB en 2006. Pour un pays de cette taille, c'est extraordinaire. Par exemple, les exportations des États-Unis sont de l'ordre de 3 fois moins importantes en termes relatifs. Donc, c'était clairement une première phase qui ne pouvait pas durer éternellement. Et ce que la Chine a engagé très tôt, en fait, on le voit bien maintenant et on l'analyse maintenant, mais en fait, c'est vraiment une transition qui s'est amorcée au milieu des années 2000. C'était une transition pour aller s'appuyer plus sur sa demande interne et un peu, disons, moins sur la demande extérieure. Une transition également depuis l'investissement vers la consommation, depuis l'industrie vers les services. Tout ça, c'est un rééquilibrage qui est, c'est un paquebot qui manœuvre. Donc, évidemment, tout ça peut se faire que très lentement, très progressivement, mais on voit que le degré d'ouverture de la Chine a plafonné en 2006, que depuis, il baisse, c'est-à-dire que leurs exportations baissent, mais leurs exportations vont moins vite que leur PIB. Et même quand on regarde les 2 années sur les évolutions sont assez spectaculaires sur les 2 dernières années, même s'il semble qu'il y ait un rebond là récemment, c'est-à-dire que les exportations et les importations en volume en Chine n'ont pas progressé entre la fin 2014 et la fin 2016. Et même, pour ce qui est des importations, elles avaient baissé de 10% en 2016 en volume par rapport à ce qu'elles étaient en 2012. Donc il y a vraiment un recentrage de la Chine, et je dirais c'est vraiment un rééquilibrage aussi, c'est-à-dire il faut bien voir que ça fait suite à une phase extrêmement extravertie. Merci. Donc on a vu la question de la mesure, la question de la Chine, la question des chaînes de valeur et le rôle des entreprises. On va continuer sur le rôle des entreprises avec un aspect de la mondialisation qui est extrêmement fréquent dans le débat public, qui est la question de la délocalisation. Quand une entreprise part installer
ferme une usine en France pour la rouvrir ailleurs, pour fabriquer la même chose, ensuite réimporter ces produits en France. On a eu donc un certain nombre de délocalisations assez spectaculaires. On a eu aussi d'autres mouvements peut-être plus discrets. Et puis est apparu depuis quelques mois, quelques années maintenant, le terme aussi de relocalisation. Les entreprises sont, dans certains cas, allées jusqu'au bout d'une logique. Et pour toute une série de raisons, il leur arrive désormais parfois de relocaliser. Alors, Helmut, toi, tu étudies ces mouvements de délocalisation et de relocalisation depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des relocalisations? Est-ce qu'il continue d'y avoir des délocalisations? Si oui, est-ce qu'elles ont des effets désastreux ou mesurés? Merci. Alors d'abord... En effet, derrière ces mouvements de recentrage des chaînes de valeur mondiales, il peut y avoir des aspects liés aux relocalisations d'activités. Alors, la relocalisation, ça n'est pas nécessairement le rapatriement d'unités productives de montage ou d'assemblage dans le pays d'origine des firmes. C'est plus généralement ce que j'appelle la relocalisation au sens large, qui est relocalisée à proximité de la demande. Donc on assiste plutôt à une re-régionalisation des chaînes de valeur mondiales, des firmes qui reviennent à proximité des marchés. Par exemple, des firmes allemandes dans le pays d'Europe centrale et orientale, des firmes françaises dans le bassin méditerranéen et dans le pays d'Europe centrale et orientale, plutôt qu'une relocalisation au sens strict, au sens du rapatriement d'unités de production dans le pays d'origine. Donc c'est la première restriction au terme de relocalisation qui existe depuis longtemps. C'est pas un phénomène nouveau. Il s'est accéléré ces dernières années. En effet, aux États-Unis, c'est un phénomène assez sensible. En France, ça reste un phénomène relativement marginal, de même que les délocalisations sont relativement marginales globalement par rapport les délocalisations verticales, celles qui consistent à envoyer des morceaux de production pour des raisons de différentiel de coûts de production et de réimportation du produit final. Donc on assiste à un phénomène de frémissement dans la relocalisation. Ce qui est plus important que la relocalisation, c'est plutôt la non-délocalisation. C'est le fait que les entreprises, c'est un peu ce que tu disais aussi à propos de ce coup d'arrêt, en quelque sorte, les entreprises qui seraient sensibles à des processus d'imitation et qui seraient tentées par des délocalisations dans les pays à bas salaire, ils remettent en cause, ça s'est arrivé dans les secteurs de l'assurance par exemple, des processus de délocalisation. Donc c'est la première restriction. Donc c'est la raison pour laquelle la question de la démondialisation, pour moi, c'est pas une démondialisation absolue, mais une recomposition des modalités de la mondialisation sur de nouvelles bases, des bases régionales, et qui n'empêche pas un approfondissement des effets de la mondialisation, en particulier sur les territoires et l'emploi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors donc, première chose, relocalisation, oui, pour les grandes firmes, plutôt aux États-Unis, l'Allemagne, la France un peu plus en retard. Il y a quelques cas. On a fait un comptage de ces opérations de relocalisation. Il y en a à peu près 150 depuis 2005, cas de relocalisation. Ce qui ne veut pas dire qu'on mesure la part de la production réellement rapatriée. Les déterminants de ces relocalisations, eh bien, c'est les déterminants inverses, en quelque sorte, des délocalisations. En fait, on a, du point de vue de l'offre, ce dont déjà Patrick a parlé, c'est-à-dire la hausse des coûts salariaux unitaires dans les pays émergents, et on a eu un rattrapage remarquable, puisque les coûts salariaux unitaires, c'est le rapport entre les salaires et la productivité, c'est pas les niveaux de coûts salariaux. Et donc les coûts salariaux unitaires ont rattrapé dans les pays émergents ceux des États-Unis pratiquement aujourd'hui à 85%. Contre, je crois que dans ton graphique, c'était au début des années 2000, c'était quelque chose comme 40%, et on est à peu près à 85% aujourd'hui du coût salarial américain, unitaire, par unité produite. Donc on a un premier retournement. Le deuxième retournement, c'est ce qui a favorisé les chaînes de valeur qui se retournaient, c'est-à-dire les coûts de coordination et les coûts de transport. Ils avaient chuté remarquablement. Dans les années 2000, ils ont augmenté, en particulier pour les coûts de transport maritime, surtout si on intègre le coût carbone. Et là, on a un processus qui va à l'encontre des phénomènes de délocalisation des chaînes de valeur trop loin. Le facteur du côté de l'offre, le miroir de cela, du côté des pays développés, des firmes qui délocalisent, c'est les progrès remarquables dans la robotisation des processus de production. Donc c'est en fait la relocalisation, finalement, c'est une sorte de récupération d'avantages comparatifs dans des secteurs concurrencés par les pays à bas salaire. Donc la robotisation a beaucoup progressé, mais vous savez, on a des chiffres qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont assez intéressants, qui montrent que la France est très très en retard en matière de robotisation, que ce soit en termes absolus ou en termes par rapport à 10 000 employés, on est très très en retard par rapport à la Corée du Sud, par rapport à d'autres pays. Donc on est dans un processus où la robotisation va permettre de récupérer des avantages coûts et en plus, effet spécifique des nouvelles technologies de l'information par rapport au progrès technique classique qui permet une substitution du capital au travail, là on a un effet
qui est que ces nouvelles technologies qui intègrent les technologies de l'information et de la communication dans la production, la robotisation, toutes les nouvelles technologies, autorisent les firmes à obtenir ce qu'on appelle des économies de variété. C'est-à-dire augmenter la variété d'un même bien, produire une variété élevée d'un même bien sans occasionner de coûts irrécupérables de capital, ce que n'autorisaient pas les technologies traditionnelles. Donc autrefois, pour changer de véhicule, il fallait changer d'équipement. Donc les équipements qu'on avait investis dans le véhicule A, on le perdait si la demande augmentait pour le véhicule B. Ben là, aujourd'hui, ces nouvelles technologies autorisent la production en petite série et favorisent donc une production à proximité des marchés. Dès lors, on a ce phénomène de relocalisation. Attention, il y a un effet d'optique, c'est que ces relocalisations et ces effets liés au progrès technique, ça concerne des secteurs particuliers, en particulier des secteurs qui ne rencontrent pas d'obstacles techniques à l'automatisation des chaînes d'assemblage, les secteurs solides. L'automobile, par exemple, c'est le secteur vraiment qui récupère tous les points de la relocalisation. C'est-à-dire les coûts de transport sont élevés, c'est des biens pondéreux, lourds, volumineux, et en plus, c'est automatisable à merci. Donc il n'y a pas trop de problème. En revanche, l'habillement, c'est léger, ça coûte pas très cher en transport, il n'y a pas beaucoup de problèmes de coûts de coordination, et en plus, l'automatisation de l'assemblage est impossible parce qu'on n'a pas de robot capable de manipuler les matières souples. Donc il y a une diversité des logiques au sein même de l'industrie manufacturière qui font un peu relativiser cette idée d'une démondialisation et d'un retour de la production sur des bases nationales. Sans parler des services, qui est un autre problème. Il y a tout de même des changements impressionnants qui sont en cours. Moi, j'ai été assez frappé par la visite que j'ai faite d'une usine expérimentale qui est en banlieue parisienne, qui a fait le BCG. Le BCG, c'est un groupe de conseil. Et ils ont mis l'ensemble des technologies numériques qu'on peut employer dans l'industrie actuellement pour montrer à leurs clients comment ça marche. Donc, il y a des robots de la réalité augmentée, des puces RFID, de l'impression 3D. Ils prennent toutes ces techniques et avec ça, ils font des chaînes de production qui sont locales, pour répondre au marché local et sur une variété de produits très grande. Donc là, donc il y a une chaîne qui fabrique des scooters sur lequel on peut fabriquer alternativement des scooters et des machines à laver. Chose qui est aujourd'hui, évidemment, dans une industrie traditionnelle, totalement impossible. Et donc on voit qu'à partir de ces changements techniques, on peut aussi avoir des organisations de production qui aboutissent à des conséquences en termes de mondialisation très différentes de ce qu'on a vu ces dernières décennies. Oui, alors au moment où il y a une vingtaine d'années j'écrivais sur ces trucs-là, c'était un peu marginal. À l'époque, ça se voyait pas trop. Mais c'est en effet l'idée que ça, d'un point de vue théorique, ce que ça produit, ça raccourcit les chaînes de valeur aussi, d'un point de vue technique, pas seulement d'un point de vue logistique. C'est-à-dire qu'on a en effet, si vous prenez par exemple une entreprise qui a relocalisé la lunette, Atoll, là, qui a fait beaucoup de publicité, parce qu'en fait ils ont relocalisé que 10% de leur production, mais ils se sont fait un fric fou en faisant du marketing autour de la relocalisation, alors que c'était vraiment marginal. Mais bref, ils ont quand même relocalisé une lunette qu'ils ont estampillée Ushuaïa ou Adriana Carambeu au niveau du marketing. Et en fait, ils ont utilisé une technologie médicale qui a permis de faire une lunette en un seul morceau. Alors qu'ils m'ont expliqué qu'une lunette, c'est des processus de production extrêmement segmentés. C'est pratiquement 300 opérations. Donc ils font une lunette grâce aux technologies liées à la radiologie médicale en un seul bloc super flexible, etc. Donc là, on élimine toutes les opérations qui étaient intermédiaires et on fait une lunette en un seul bloc et ils relocalisent ça dans le Jura. Ils font retravailler un peu les sous-traitants locaux. Mais le problème, c'est que là, de même qu'il ne faut pas confondre délocalisation et désindustrialisation, il ne faut pas confondre non plus relocalisation et réindustrialisation. Parce que quand les entreprises reviennent et qu'elles relocalisent, elles ont robotisé leur chaîne d'assemblage, elles ne recréent pas les emplois perdus lors des délocalisations, puisque par définition, si elles relocalisent, c'est parce qu'elles trouvent des moyens de réduire leurs coûts unitaires par la robotisation. Voilà. Donc il n'y a pas de... Mais il y a en effet, c'est pour ça que je pense que l'idée la plus intéressante, c'est la non-délocalisation verticale plutôt que la relocalisation au sens strict du terme. Et par ailleurs, ce qu'on observe sur l'industrie manufacturière a son pendant dans l'industrie des services. Alors Lionel a parlé des données, mais nous on a fait une enquête sur les industries et les activités de services. On observe une délocalisabilité croissante des activités de services. Pourquoi ? De services aux entreprises. Je ne parle pas des services aux ménages de proximité. Je parle des services délocalisables au sens de Krugman, tu as cité Krugman, c'est-à-dire des services pour lesquels on peut concentrer la production dans l'espace et desservir la demande à distance. Ce qui était impossible auparavant, puisque la synchronie de temps pour les services est indispensable.
Quand vous faites refaire le nez à distance, c'est parce que la production de la chirurgie esthétique à distance, elle est autorisée que grâce aux technologies de l'information et de la communication, sans quoi vous êtes, le produit chirurgie esthétique, le service chirurgie esthétique n'existe que quand il est consommé. L'offre et la demande sont synchroniques. Et donc le fait que les technologies de l'information et de la communication autorisent une déconnexion géographique entre l'offre et la demande, autorise dans les services quelque chose de nouveau, qui est la fragmentation des chaînes de valeur techniques, le taylorisme en gros, dans les services, qui était impossible avant l'avènement des technologies de l'information et de la communication. En plus, les services, ça coûte pas cher en termes de transfert, c'est de l'immatériel, donc on a un mouvement inverse, au contraire, de délocalisabilité croissante des services, qu'on peut estimer à peu près à 30% d'emplois potentiellement délocalisables, mais pas délocalisés, potentiellement. Ouch. Donc, il est un peu moins de midi. Je vous rappelle le hashtag Préco17 pour poser vos questions, pour que Lorraine puisse les répercuter. Vous pourrez aussi en poser oralement, mais vous aurez moins de chances de passer. Avant d'en venir à cette phase de questions-réponses, je voudrais faire réagir Patrick et puis qu'on discute aussi un petit peu de la mondialisation des hommes. Juste, réaction sur deux points. Sur le point de Lionel, qui est très important sur la construction, en fait, c'est la même information que la question des chaînes de valeur. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de segmentation des chaînes de valeur, le commerce brut serait les mêmes chiffres que le commerce en valeur ajoutée. C'est juste pour l'audience. Hein. Donc, on peut en fait regarder l'écart entre les échanges commerciaux tels qu'on les mesure actuellement et les échanges commerciaux en valeur ajoutée comme un indicateur de l'ampleur de la segmentation des chaînes de valeur. C'est ça qui est sur la Chine, j'aurais juste... Il y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est que, on l'a tous dit, les coûts de production dans les pays émergents par unité produite arrivent au niveau de ceux des pays de l'OCDE. Alors, comme tu l'as dit, c'est pas les salaires. Les salaires sont toujours beaucoup plus bas, mais la productivité est relativement encore plus basse que les salaires par rapport à la productivité dans les pays de l'OCDE. Donc ça pose un modèle, et Sébastien en a parlé, qui est un problème qui est un problème de changement complet de modèle de croissance dans les pays émergents. C'est-à-dire la Chine ne peut plus espérer faire tirer son économie par les exportations. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est tout à fait révélateur, on aura peut-être une minute pour en parler tout à l'heure, c'est que les investissements directs des entreprises chinoises à l'étranger en 2016, c'est 2 fois plus que les investissements directs des entreprises étrangères en Chine. Ce qui montre bien que le capital maintenant sort de Chine, ce qui est assez révélateur de cette évolution de la compétitivité. Donc la question, c'est que font les pays émergents pour continuer à croître au moment où leur avantage de coût a disparu par rapport aux pays de l'OCDE. Et l'exemple chinois montre que c'est extrêmement compliqué, parce que tu disais effectivement, ce que les Chinois voudraient, c'est remplacer les exportations par la consommation. Or, ça ne marche pas du tout. Ce qu'ils ont fait depuis 7 ou 8 ans, c'est de remplacer les exportations par l'investissement en construction. L'investissement en construction en Chine, c'est 30% du PIB. C'est un truc totalement délirant. C'est 5 ou 6% dans les pays normaux. Et il augmente de 8 ou 9% par an avec des budgets publics, avec des grands projets d'infrastructure, avec les constructions de logements. Donc ils n'ont pas réussi en fait à passer du modèle d'exportation vers un modèle de demande intérieure spontanée. Ils sont obligés de passer par un modèle de demande intérieure totalement administré, où c'est les dépenses publiques et le crédit qui fabriquent de la construction. Donc je trouve que c'est assez inquiétant pour le monde émergent. Alors c'est pas tout le monde émergent, parce que les coûts de production en Inde, en Asie du Sud, ça sont toujours beaucoup plus bas que dans les pays de l'OCDE. Mais disons, les émergents qui sont les premiers à avoir cru en Amérique latine ou en Asie ont maintenant ce problème qu'ils ont perdu leur avantage de compétitivité coût vis-à-vis de l'OCDE. Et donc il faut qu'ils aient un autre modèle de croissance. Sébastien ? Oui, c'est un défi formidable, ce changement de modèle de croissance en Chine. Et il me semble, ce qui est intéressant, c'est de constater que historiquement, il y a assez peu de pays qui ont réussi ce changement sans une crise brutale. On peut penser à la crise du Japon, d'ailleurs, qui prolongeait extrêmement longuement, à la crise asiatique 97-98, et tout simplement parce que justement, changer le moteur, alors qu'on est lancé surtout à la vitesse de l'économie chinoise, eh bien c'est extrêmement délicat. Donc effectivement, ce changement, alors il est déjà en cours quand même, c'est-à-dire qu'on prenne les différents indicateurs que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire la part des exportations versus consommation, la part relative, la part de
poids relatif de l'investissement et de la consommation, des exportations ou de la demande intérieure, et puis des services et de l'industrie. Là-dessus, la transition est engagée déjà, mais elle est lente. Elle est lente et elle se fait sous contrainte forte, qui est notamment une contrainte sociale et politique. C'est-à-dire, il faut maintenir l'ordre social et politique. C'est vraiment la priorité des gouvernants en Chine, c'est la stabilité. Et la stabilité, elle passe par l'emploi. Et donc, effectivement, l'impression qu'on a en ce moment, c'est que, puisque ce moteur de la demande intérieure a du mal à prendre le relais, eh bien, on le dope. On le dope par le crédit. Alors, en plus, en Chine, cette année, c'est une année où le renouvellement de pouvoir, puisque c'est une année électorale, entre guillemets, puisque c'est intérieur au Parti communiste. Et donc, il y a une insistance particulièrement forte pour maintenir le rythme de la croissance économique. On sent bien que tout ça est micro-géré, disons. Et donc, comment on fait? Eh bien, notamment, on gère le crédit immobilier, on gère le crédit aux entreprises et on gère les fermetures d'entreprises. Donc, ça aussi, ça passe beaucoup par le crédit, c'est-à-dire est-ce qu'on maintient une ligne de crédit à une entreprise un peu en difficulté. Voilà. Avec la question, les points d'interrogation que ça suscite, disons, il faut quand même souligner que jusqu'à présent, le crash que beaucoup avaient annoncé depuis longtemps en Chine ne s'est pas produit, mais il y a des inquiétudes pour savoir si le deuxième moteur va vraiment démarrer à un moment, et puis si ce n'est pas une fuite en avant. Merci Sébastien. C'est maintenant l'heure de notre petite page de publicité. Nous allons parler de la mondialisation des hommes, et Helmut vient de sortir un livre qui s'appelle L'immigration en France, mythe et réalité, chez Fayard. C'est très pédagogique, c'est très bien écrit, des bonnes questions et des bonnes réponses. Fin de la page de publicité. Helmut, mondialisation... Merci, je ne serais pas venu pour rien. Mondialisation des hommes aussi, c'est évidemment au cœur du débat en ce moment. On l'a vu encore hier soir à la télévision. Comment est-ce que ça s'articule avec les mondialisations dont on a parlé? Où est-ce qu'on en est? Le monde a déjà vécu une première mondialisation à la fin des années du 19e siècle. Est-ce que c'est quelque chose de comparable? Oui, alors, en termes d'indicateurs, encore une fois, pour mesurer le taux d'immigration, on fait un peu comme pour les exportations sur le PIB, même si c'est mal mesuré. Il y a aussi des problèmes de mesure pour les migrations, mais en grosso modo, sur la première mondialisation qui va de 1870 à 1910, on observe un rapport migration internationale, nombre de migrants internationaux, c'est-à-dire des gens qui quittent un pays pour aller dans un autre pays et qui résident durablement, et qui prennent la nationalité du pays d'accueil ou qui conservent leur nationalité, peu importe, on les comptabilise dans les stocks et les flux d'immigration. Donc je parle là de stock d'immigration, c'est-à-dire de la baignoire remplie de Lionel, c'est-à-dire pas du robinet qui coule. Et donc, si on regarde la part du nombre de migrants internationaux dans la population mondiale, à cette période, première mondialisation, on était à 6,5%. Aujourd'hui, en 1960, on était à 2,5%, et en 2010, on a un chiffre qui est de 3,4%. Donc on est à peu près à 2 fois moins que durant la période de la première mondialisation. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une pression migratoire extrêmement forte. En revanche, en termes absolus, évidemment, le nombre de migrants a augmenté depuis les années 60, puisqu'on est passé à peu près de 150 à 250 millions de migrants internationaux aujourd'hui. Donc en rapport de la population mondiale, ce n'est pas grand-chose. Il y a eu une augmentation d'1 point. Quand on regarde que le commerce, ça a été montré tout à l'heure, a été multiplié par 8 par 32 pour les exportations mondiales entre 1960 et 2010, on a une augmentation d'1 point de la pression migratoire. En revanche, si on regarde la part des migrations dans les pays de l'OCDE, dans la population des pays de l'OCDE, c'était en 1960 quelque chose comme 6%, et on est en moyenne des pays de l'OCDE aujourd'hui à 12%. Alors les chocs des migrations, c'est des chocs des conflits. C'est ça qui a fait augmenter les migrations sur les dernières années. Autrement, on est plutôt sur un phénomène qui est plutôt réduit en termes de migration. Je rappelle que le nombre de migrants internationaux qui rentrent chaque année en France, c'est à peu près 200 000. 100 000 repartent chaque année, donc le solde net, le flux net est de 100 000. Et sur les 200 000 qui rentrent, vous avez 20 000 migrations de travail. Donc l'immigration de travail, c'est relativement réduit, c'est presque rien d'une certaine manière. Et donc on n'est pas dans un phénomène de... Le reste, c'est l'immigration familiale et l'immigration en libre circulation, l'immigration européenne, dont on pourra parler tout à l'heure. Alors le paradoxe, pour conclure sur ce premier point, c'est que migration et mondialisation sont plutôt complémentaires que substituables.
contrairement aux prédictions de la théorie traditionnelle du commerce, qui considérait que plus on ouvre les échanges, plus on libéralise le commerce, plus les gens sont incités à rester chez eux et à être employés dans les industries d'avantages comparatifs, dans les secteurs d'avantages comparatifs du pays d'origine. On a plutôt tendance à voir que les effets de la mondialisation sur les pays d'origine, en dépit des restrictions qui pèsent sur la mobilité des migrations, qui sont bien plus fortes que celles des autres composantes de la mondialisation, les effets sont extrêmement forts, et sur le commerce mondial, et sur les pays d'origine, en termes de transfert d'argent des migrants, etc. 500 milliards de dollars, la deuxième source de revenus, etc. Donc on a un paradoxe qui est que les migrations ont moins d'impact sur les pays d'accueil qu'ils en ont sur les pays d'origine, et avec l'ouverture commerciale, durant la période de mondialisation, ils étaient plutôt complémentaires des échanges que substituables aux échanges. Alors là, on rentre dans une phase qui va être une phase, de nouveau, pour des raisons institutionnelles et politiques, probablement de fermeture et de retour des murs, mais le mouvement est quand même un mouvement relativement complémentaire de la mondialisation. Merci. Alors, on va garder 5 minutes à la fin pour une question que je poserai à chacun des panélistes, que je vais leur poser tout de suite, comme ça ils auront le temps d'y réfléchir un petit peu. Mais entre-temps, il y aura vos questions à vous. La question sera, dans cette question de mondialisation, de démondialisation, que doivent faire les politiques. Lorraine, à vous pour les questions Twitter. Oui, un certain engouement. On a 5 questions qui ont été posées sur Twitter. Alors, une question sur comment, par exemple, la démondialisation serait-elle profitable pour limiter les dégâts climatiques dans le monde? On va commencer par celle-là. Donc, mondialisation, démondialisation et réchauffement climatique, Lionel. J'ai grand plaisir à répondre à cette excellente question, puisque donc nous avons travaillé récemment au CEPI et au Conseil d'analyse économique exactement sur ce sujet. Donc, pour commencer par le début, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le commerce international de biens est à l'origine d'émissions de carbone, hein, pour une raison toute simple, c'est que les porte-conteneurs ont des cheminées qui fument, donc ça n'est pas très bon. Pour la planète, les émissions du commerce international dans une année, que ce soit avec les porte-conteneurs ou avec les avions, c'est l'équivalent des émissions du Japon dans une année, ou c'est l'équivalent des émissions de toute l'Amérique latine dans une année. Donc on peut considérer que c'est peu ou beaucoup. J'ai tendance à considérer que c'est déjà beaucoup et que si on pouvait régler une partie de ce problème, une grande partie du chemin serait fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer cela? Donc on a essayé de calculer un petit peu quels étaient les impacts de différentes politiques. Donc la première politique consisterait à dire essayons de bloquer le commerce international au niveau où il est aujourd'hui. Donc comme l'économie mondiale se dilate et que donc quand le PIB mondial augmente de 1%, le commerce augmente de 1%, comme on a dit, mécaniquement le commerce doit augmenter. Donc si on veut empêcher le commerce d'augmenter, il faut mettre des droits de douane qui chaque année augmentent pour contraindre le commerce à rester au niveau où il est aujourd'hui, compte tenu de la dilatation de l'économie mondiale. Donc si on fait ça jusqu'à 2030, on s'aperçoit qu'on arrive à des niveaux de droits de douane qui sont très élevés et pour une réduction des émissions de carbone qui est toute petite. Et on peut comparer cela avec une autre politique qui consiste à dire, eh bien, regardons ce qu'on a décidé dans l'accord de Paris, faisons-le vraiment. Dans la COP21, donc faisons-le vraiment. Et comparons donc l'efficacité en termes de coût économique de ce type de mesures, qui consiste aussi à toucher l'économie interne, donc vos maisons, vos appartements, vos voitures, quand vous roulez dans le territoire national, donc toutes les émissions internes. Et donc essayons de réduire cela aussi. Donc quand on compare l'efficacité de bloquer le commerce international au niveau auquel il est aujourd'hui avec l'efficacité d'un accord comme l'accord de Paris, eh bien on voit que l'accord de Paris est 10 fois plus efficace que le blocage du commerce international. Donc la réponse est que, comme nos économies sont aujourd'hui essentiellement des économies tournées vers les services, 80% de nos économies c'est des services, comme beaucoup des transports se font à l'intérieur des économies, beaucoup de la consommation d'énergie se fait à travers le chauffage domestique, les bureaux, les ordinateurs, etc. Eh bien, la bonne façon d'attaquer les problèmes climatiques, ça n'est pas de s'attaquer à la mondialisation, c'est de s'attaquer à ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire laisser la lumière allumée ou tourner 1 degré de plus le bouton du chauffage, et c'est ça qui réduit beaucoup plus les émissions de CO2.
Il y avait une autre question sur l'impact de la démondialisation sur l'emploi. Ça, c'est la question facile, donc je pense que tout le monde va vouloir la prendre. Sébastien ? Oui, c'est évidemment l'une des grandes questions, d'ailleurs, associées, disons, à la mondialisation. Et au fond, il y a deux questions. Il y a celle de savoir quelle part a pris la mondialisation dans l'évolution de l'emploi et puis des types d'emplois aussi jusqu'ici. Et puis ensuite, il y a le fait de savoir si en se protégeant ou en démondialisant, on peut protéger l'emploi. Peut-être... pour faire court, on a un certain nombre d'analyses qui ont montré que le choc de la concurrence chinoise, qu'on a décrit tout à l'heure, a été effectivement un choc notamment pour nos appareils industriels. Il a été plus durement ressenti, disons, aux États-Unis qu'en Europe. En France, les études qu'on a suggèrent que ça a pu prendre une part légèrement supérieure à 10% dans la baisse de l'emploi industriel. Maintenant, l'autre versant de la question, c'est de savoir si quand on met des barrières, quand on se protège, quand on exerce du protectionnisme, est-ce qu'on arrive à sauver des emplois? Et là, les quelques exemples qu'on a, parce qu'il y a des exemples sur les conflits commerciaux, les chiffrages qui ont été faits par exemple aux États-Unis montrent que sauver un emploi, ça coûtait $1 million en termes de perte de pouvoir d'achat ou de perte fiscale. C'est lié à la fois, disons, au coût de distorsion et puis aux représailles des partenaires. Donc, de même que la relocalisation ne veut pas dire réindustrialisation, la démondialisation, ça ne sera pas le choc qu'on a connu, enfin disons, ce qui s'est passé dans les 20 dernières années avec un signe moins de vent. C'est plus compliqué que ça. En caricaturant, ça n'est pas très rassurant parce qu'on dit mondialisation, perte d'emploi, et démondialisation, pas de gain d'emploi. On a un petit problème. Patrick? Je crois que le problème de ce spécialiste, c'est pas tellement l'emploi en tant que tel. Quand on regarde les chiffres de l'emploi industriel, la perte d'emploi industriel est essentiellement liée au gain de productivité de l'industrie. Prenez l'exemple de la France, le poids de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB de la France est extraordinairement stable dans le temps. Il n'a pas bougé depuis 20 ans. Donc la totalité de la baisse des pertes d'emploi, c'est juste les gains de productivité de l'industrie et pas la perte de valeur ajoutée industrielle. Parce que ce qui m'inquiète plus, c'est quelle est la nature des transferts d'emplois. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe dans les pays qui perdent des emplois industriels, vous voyez que le transfert essentiel d'emplois, c'est un transfert d'emplois de l'industrie vers des services domestiques peu sophistiqués. Et donc ça pose la fameuse question est-ce que la désindustrialisation nous condamne, alors c'est la même question qu'on évoque sur la robotisation et ça dans le futur, nous condamne à diminuer le niveau de gamme moyen des emplois. Et quand vous regardez les États-Unis, les pays qui ont beaucoup perdu d'emplois industriels, les États-Unis, la France, l'Italie, etc., vous voyez que le transfert s'est fait des emplois industriels vers des emplois dans les services peu sophistiqués domestiques, la distribution, les loisirs, les restaurants, le transport, la logistique, etc., les services à la personne. Donc je crois que ça me paraît un problème plus grave que le problème de l'emploi industriel en soi, c'est-à-dire le fait de notre incapacité à remplacer les emplois industriels par des emplois de niveau de productivité équivalent aux emplois industriels. Lorraine, une autre question ? Il y a des questions qui continuent à être posées. Il y avait une question sur la démondialisation. Serait-elle source d'une baisse de la croissance mondiale? Démondialisation est croissante. Je vois un haussement d'épaule. Lionel? Non, tu as le micro. Je pense qu'il faut... C'est le problème de la poule et de l'œuf. Donc, ce qui se passe, c'est que la croissance entraîne les échanges. Donc, de la même façon qu'il est faux de penser que c'est le développement des échanges qui a poussé la croissance beaucoup, ça a contribué un peu, mais c'est une petite partie de la croissance économique. De même que donc un peu plus d'exportation, c'est pas nécessairement beaucoup plus de croissance économique. Donc, avoir un peu moins d'exportation, ça n'est pas nécessairement beaucoup moins de croissance économique. Donc, il y a une espèce d'image dans la perception publique de la relation entre croissance et ouverture qui est probablement très exagérée.
Il se trouve que les pays qui sont ouverts sont des pays qui ont cru plus vite, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils ont exporté plus, c'est parce qu'en s'ouvrant, ils ont mis en place un certain nombre de disciplines, ils ont mis donc des règles de la concurrence, ils ont mis de la meilleure gouvernance, et c'était cet ensemble de choses qui poussent la croissance. Donc les institutions poussent la croissance au moins autant que les exportations. Donc je m'inscris assez en faux là-dessus. À chaque fois que donc dans les débats, on pense que les exportations françaises vont être la solution au problème d'emploi, de croissance en France. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Cette vision très mercantiliste du monde qui pense que donc en exportant on crée des emplois est une vision qui est partiellement erronée, de la même façon que la vision qui pense qu'en important on détruit des emplois. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Ce qui se passe quand on exporte et qu'on importe, c'est pas qu'on détruit ou qu'on crée des emplois, c'est qu'on change la nature des emplois. Et en principe, donc les emplois qui sont créés sont des emplois qui correspondent plus à ce qui correspond l'avantage globalement de nos économies. Et ça rejoint la discussion précédente sur les conséquences en termes d'emploi. Avec la mondialisation, ce qui s'est passé, c'est qu'au sein des industries ou au sein des entreprises, eh bien, avant même de savoir si on a détruit ou créé des emplois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé profondément la nature des emplois, que les emplois sont devenus plus qualifiés parce que les tâches à réaliser sont des tâches plus complexes. Et donc, par ailleurs, il y a un déversement d'emplois vers les services. Et ce qui s'est passé, c'est pas tant que les services sont des emplois à moins de productivité, c'est vrai, mais c'est surtout qu'à productivité égale, on est moins bien payé dans les services. On est mieux payé sur la chaîne de production automobile qu'à niveau de qualification équivalent dans les services. Et ceci est attesté par toutes les enquêtes qui ont été faites, notamment aux États-Unis. André, un mot ? Un mot de complément sur le lien entre globalisation financière et croissance. On a beaucoup essayé de trouver une sorte de relation stable entre l'ampleur des entrées de capitaux, donc des transferts d'épargne, et puis les niveaux de croissance. Et on n'est jamais parvenu à avoir une relation qui soit à la fois nette, qui soit stable. Ce ne sont pas les pays qui, depuis 20 ans, ont accueilli le plus d'épargne venant du reste du monde, dont la croissance a été la plus élevée. Pour autant, on n'a pas non plus de relation négative, ce qui veut dire que les effets de ces transferts de capitaux sont tout à fait conditionnels à ce que sont les institutions, ce que sont les capacités d'accueil, ce que sont les modes de surveillance sur le plan prudentiel, notamment au niveau des systèmes financiers ou des banques, plutôt que sur la base d'une relation qui serait univoque. Donc on a un peu, à nouveau là, une interrogation sur à la fois les effets qui ont été induits par la globalisation financière et réciproquement les effets négatifs qui pourraient être enregistrés dès lors qu'il y aurait une démondialisation financière. Pas de démondialisation, ou seulement des démondialisations partielles, et même, j'oserais le paradoxe, démondialisation locale, comme on le voit dans la zone euro, mais une mondialisation qui change de nature. Voilà moi ce que je retiens. Oui, les politiques doivent agir, mais pas n'importe comment, ce qui est évidemment extrêmement compliqué. Je crois que vous pouvez remercier le panel.